Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui des enjeux économiques des élections européennes avec Madame Anne-Laure Delatte, économiste, directrice adjointe du CEPI, Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Bonjour Madame Delatte. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dresser un état des lieux de l'économie européenne, s'il vous plaît ? Alors, écoutez, ça va mieux. J'ai envie de vous dire déjà, ça va mieux parce qu'on a eu une crise importante dans les années 2010 jusqu'à assez récemment, disons 2015-2016. Il y a eu une reprise certaine. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'incertitude politique internationale, on a un ralentissement. Donc, ça n'est pas de notre fait, c'est plutôt lié, alors d'abord, évidemment, au Brexit. Donc, ça, oui, c'est relativement de notre fait quand même. Et ensuite, les incertitudes sur le commerce international liées aux négociations américaines, et notamment avec la Chine. Et donc, le point noir aujourd'hui qui inquiète les économistes en Europe, c'est l'Allemagne. Le ralentissement économique en Allemagne et le ralentissement de sa capacité à exporter. D'accord, donc on va dire plutôt positif, mais quand même des petits points d'inquiétude ou en tout cas à surveiller. Oui, sachant que l'Allemagne est le premier partenaire commercial en Europe, ça c'est inquiétant, oui. Oui, effectivement, donc à surveiller de près. Alors, quelle est la place de l'économie européenne dans le monde ? On est une grande puissance. Si vous regardez en termes de PIB, on est la deuxième économie du monde. En termes de commerce international, on est les premiers à exporter et à importer, plus que les Chinois. On a la deuxième monnaie internationale du monde, c'est-à-dire après le dollar, le reste des transactions se fait essentiellement en euros. On est les premiers en réglementation. Vous mangez mieux en Europe que partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, on est une grande puissance internationale. Tant qu'on est à 28 ou bientôt peut-être 27. Même à 27, oui. Même à 27. Et donc, justement, vous nous avez parlé de l'euro. Donc, il y a la zone euro qui compte 19 États membres de l'Union européenne à l'heure actuelle. Et donc, les autres États, 9 à l'heure actuelle, qui ne sont pas dans la zone euro. Quelles sont les différences économiques entre ces deux zones ? La principale différence, c'est que vous avez des économies qui partagent une monnaie, l'euro, et donc à la fois ça amène probablement beaucoup de points positifs, d'avantages, mais ça vous prive d'une variable d'ajustement quand vous faites face à une crise. Donc ces économies-là, nous, ne pouvons pas compter sur une variation de notre taux de change pour mieux exporter, par exemple, pour rendre nos produits moins chers. Donc là, vraiment, la grande différence que vous voyez, c'est que en temps de crise, on a des pays qui sont plus lents à la détente, donc plus lents à reprendre. On ne peut pas non plus dévaluer la monnaie. Absolument pas. Ou alors, on peut la dévaluer tous ensemble vis-à-vis du dollar, mais on ne peut pas, nous, dévaluer vis-à-vis des Allemands. Alors, nous, c'est moins un problème, mais c'est l'Italie, par exemple, aujourd'hui, qui aurait probablement, selon nos calculs, besoin d'une dévaluation de 25% vis-à-vis de l'Allemagne, et elle ne peut pas le faire. D'accord. Donc, elle est quand même restreinte par des règles communes aux 19 États membres de la zone euro. C'est une contrainte, en fait. C'est une contrainte pour partager la même monnaie, oui. Mais qu'ils ont accepté lorsqu'ils sont rentrés dans la monnaie unique. Oui, on a accepté tout ça parce que on pensait que c'était un beau projet politique de partager une monnaie, parce que la monnaie, finalement, c'est une souveraineté politique, c'est un bien commun. Donc voilà, il y a des bénéfices politiques à avoir l'euro, mais les 10 dernières années nous ont enseigné que partager une monnaie avait un coût, et ça pouvait avoir un coût en termes de chômage, de ralentissement économique, en particulier de chômage. Parlez-en aux Grecs, aux Italiens ou aux Espagnols. Ils sont toujours attachés à l'euro. Alors ça, c'est essentiel de comprendre ça. Ils sont attachés à leur monnaie. Ils comprennent bien qu'un retour à une monnaie nationale apporterait de l'instabilité, ne serait pas bonne pour leur épargne. Mais les gens ont quand même conscience que ça pose des contraintes en termes économiques. Ouais. D'accord. Très bien. On va vous retrouver après la virgule.
Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux économiques des élections européennes avec Madame Anne-Laure Delatte, économiste, directrice adjointe du CEPI, Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Alors, dans un premier temps, nous avons dressé un état des lieux de l'économie européenne au niveau donc, de l'Union, du monde et aussi des différentes zones, zone euro et zone non euro. Maintenant, nous allons nous attacher, Madame Delatte, justement aux élections européennes à venir et qu'est-ce qu'il va pouvoir peut-être en découler. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment l'élection des députés européens influence-t-elle l'économie européenne ? Alors là, je vais vous décevoir, mais pas grand-chose. C'est-à-dire que n'allons pas voter aux élections le 26 mai pour essayer de changer le projet économique européen parce que le Parlement européen a finalement extrêmement peu d'influence dans ce processus de décision. En fait, le levier essentiel en Europe qui a été adopté très récemment, c'est ce qu'on appelle le semestre européen. C'est une coordination budgétaire entre États membres de la zone euro. Et c'est là que vraiment l'Europe rentre dans le pacte social et économique des pays membres. Ça consiste en quoi ? On a tous en tête ce qui s'est passé en Italie l'année dernière, quand le gouvernement italien n'est pas rentré dans la règle des 3%, qu'il y a eu un dérapage budgétaire. Donc le semestre européen, en fait, ça consiste en un dialogue entre la Commission européenne et les parlements nationaux pour essayer de faire rentrer tout le monde dans les clous budgétaires, d'accord ? Pour respecter les fameuses règles budgétaires, voilà, les 3% notamment. Or, le Parlement européen n'a au mieux qu'un rôle consultatif pendant ce semestre européen. En fait, le Parlement européen, il est essentiellement... Les parlementaires, ils ont un vrai rôle. Alors là, pour le coup, je ne le dénigre pas du tout. C'est des gens qui travaillent énormément, mais qui travaillent davantage à la réglementation, aux réglementations européennes, aux directives. Et notamment, je vous parlais de santé, je vous parlais... tout à l'heure, oui, de santé, de qualité de l'alimentation, de l'agriculture. Nos parlementaires, ils vont davantage travailler là-dessus ou sur des réglementations financières, bancaires, d'accord ? Mais c'est un cadre réglementaire sur lequel ils vont travailler, donc une structure davantage que de la politique conjoncturelle. Ils n'ont aucun effet. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le Parlement européen est un drôle de parlement dans la mesure où il ne vote pas le budget. Donc, ce qui fait la souveraineté d'un État, ce qui fait que vous pouvez avoir un effet sur l'économie, c'est à travers la fiscalité. C'est quand vous allez lever plus ou moins d'impôts, quand vous allez voter plus ou moins d'impôts. Le Parlement européen, aujourd'hui, n'a absolument pas cette compétence-là. En revanche, il a un droit d'observation quand même sur le budget. Il a un droit au mieux consultatif à la fin du processus. Mais ça n'a rien à voir avec les députés nationaux, que ce soit les membres de l'UE, de l'Union européenne, ou aux États-Unis, ou au Japon. Un député européen, si vous voulez, le budget européen, aujourd'hui, il représente 1% du PIB, et c'est chaque État qui contribue à la caisse commune, d'accord ? On ne lève pas un impôt en commun. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas de ressources propres européennes. Aujourd'hui, c'est bien d'ailleurs ce qui a expliqué le Brexit. Les Anglais en avaient assez de contribuer à cette caisse commune parce qu'ils avaient l'impression de ne pas recevoir suffisamment par rapport à ce qu'ils donnaient. On ne lève pas en commun des impôts. Donc, à partir du moment où on n'a pas cette compétence-là, si vous voulez, c'est probablement vraiment essentiel d'avoir un Parlement. Encore une fois, je ne le dénigre pas et je pense que même l'idée d'avoir un Parlement franco-allemand est extrêmement bonne, mais ce qu'il faudrait essayer d'élargir, c'est donner une compétence aux parlementaires. Alors, est-ce que c'est les parlementaires européens ? Est-ce que c'est les parlementaires nationaux, mais au niveau européen ? Il faudrait
essayer de donner cette compétence de lever des impôts en commun pour avoir une influence sur le processus économique. Donc justement, c'est peut-être une perspective d'évolution à avoir pour les années à venir au niveau de l'Union européenne ? Alors, aujourd'hui, en effet, si vous voulez, on sent qu'il y a une rupture entre les citoyens et leurs institutions. Et le projet européen a déçu au cours des dernières années, alors que c'est un projet magnifique, hein, c'est un projet politique qui nous a permis de passer de construire une paix après les 2 guerres mondiales qu'on avait subies. Or, aujourd'hui, les jeunes générations, alors c'est important la paix, mais il y a autre chose qui est important aujourd'hui. C'est quoi ? C'est le changement climatique, essentiellement, et la montée des inégalités, l'évasion fiscale des entreprises et la migration. Ça, ce sont 4 grands enjeux transnationaux. C'est-à-dire qu'on peut essayer de les régler au niveau national, mais on n'aura pas un effet gigantesque sur le climat si on s'y prend tout seul. Donc aujourd'hui, les citoyens européens, ou une partie des citoyens européens, ce qu'on appelle les progressistes, sont probablement assez frustrés par la façon dont l'Union européenne, les institutions européennes sont capables de prendre en main ces enjeux-là. Donc effectivement, une des façons de proposer un projet européen serait de pouvoir lever un impôt en commun, de pouvoir avoir un budget qui permette de mettre en place des politiques économiques efficaces pour adresser ces enjeux de biens publics transnationaux. Et donc, à ce moment-là, que le Parlement aussi, les députés élus par les citoyens, aient un droit de regard et de vote sur ce budget, peut-être. Oui, alors moi, je vous invite à aller regarder les propositions qui ont été faites par un collectif auquel j'appartiens et qui est mené par Thomas Piketty, qui s'appelle Traité pour la démocratie, TEDEM. Donc, vous le trouverez sur tedem.eu. On a récolté plus de 110 000 signataires de signatures de citoyens européens partout en Europe, où on fait des propositions, effectivement, pour que les députés nationaux montent au niveau européen et soient impliqués directement dans un budget commun européen et qui reposerait sur un impôt commun européen. D'accord. Merci. Tedem.eu. Voilà, je refais un peu de pub. Parfait, nous irons voir tout cela. Merci beaucoup, Madame Delatte, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt. Merci.